nous accueillons Jonathan Livernois, historien et professeur adjoint au département de littérature de l'Université Laval. Bonjour Jonathan. Bonjour Marie-Louise. Vous publiez un court essai intitulé « La route du pays brûlé, archéologie et reconstruction du patriotisme québécois ». Le sous-titre est plus long que Oui, le livre. oui, bravo, j'ai la misère à le dire d'ailleurs. Alors, c'est une exploration assez personnelle, Oui. Jonathan Livernois, de ce que vous considérez comme le patriotisme. Quelle est votre définition de ce que ça devrait être, le patriotisme? Disons une certaine fierté de soi-même, de son peuple, mais une fierté qui serait ancrée dans la réalité, dans le réel et non pas dans le mythe. Ou le passé, ou l'histoire, bien que vous faites beaucoup référence au passé du Québec, aux patriotes notamment, qui ont eu un sort assez tragique. Oui, le patriotisme au Québec, c'est souvent soldé par une grande tragédie. Oui, des morts. Oui, clairement. Oui, bien sûr. Clairement. Merci. Merci. Et bienvenue à tous ceux qui joignent à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la plupart de ses discours, Donald Trump, puisqu'il faut parler de lui encore une fois, fait référence à la majorité silencieuse en arguant que la majorité silencieuse se sent flouée, oubliée ou maltraitée par les élites politiques américaines. Et généralement, vers la fin de son discours, Trump annonce que la majorité silencieuse est de retour. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, majorité silencieuse? Pour redéfinir les contours de cette expression, dont les premières utilisations remontent au 19e siècle, nous accueillons sur ce plateau l'auteur Philippe Bernier-Arcan. Bonjour Philippe Bernier-Arcan. Bonjour. Vous avez publié, rappelons-le, en 2013, un ouvrage intitulé « La dérive populiste ». On pourrait dire que ceux qui se réclament de la majorité silencieuse en politique s'apparentent à un certain populisme. En tout cas, c'est certainement le cas de Donald Trump. Là. Effectivement, Oui. puisque c'est une expression qui est très populaire auprès des populistes. Mais avant ça, cette expression-là a eu d'autres sens, comme elle a longtemps désigné, notamment en langue anglaise, les morts. Ceux qui allaient rejoindre la majorité silencieuse. Ah ben oui. Puisque quand on regarde l'ensemble de l'histoire de l'humanité, il y Oui. a plus de morts que de vivants. Mais c'est vrai que le sens qui nous intéresse aujourd'hui est Oui. politique. Oui. Et il a été popularisé à partir de la fin des années 60 aux États-Unis par le président américain Richard Nixon. Ben oui, qui était évidemment un candidat de droite. De droite, Oui. à une époque, on se rappelle, la fin des années 60 aux États-Unis, c'est l'époque de la contre-culture, des manifestations Peace and Love, du Flower Power, du mouvement hippie et des protestations contre la guerre au Vietnam. Oui. Mais paradoxalement... Très présente dans les médias, très présente sur les campus. c'était Donc, on le pourrait comprendre que courant Nixon majoritaire. disait qu'il représentait, lui, la majorité silencieuse, celle fait- qui ne manifestait pas. Plus Oui. que ça, puisqu'il va, en 68, accéder à la présidence avec comme stratégie, justement, Oui. d'aller chercher l'appui de ceux qui ne manifestent pas, qui ne protestent pas, qui ne militent pas. Alors, il va, ce qu'il va appeler la majorité silencieuse. Alors, il va faire un fameux discours le 3 novembre 1969, un discours à la nation, le discours de la majorité silencieuse. Et cette stratégie-là va être adoptée par la droite républicaine américaine, notamment dans les années 80 par Ronald Reagan. Ah oui, qui va dire en substance la même chose, que lui aussi La même se chose. faisait donc l'apôtre de la fameuse majorité silencieuse. Voilà. Oui. Et un immense retour en force ces derniers mois avec Donald Trump, Oui. qui a l'ensemble, ou la très grande majorité des élites médiatiques et intellectuelles contre lui, et il répond que ça lui importe peu, puisque lui, il a derrière lui la majorité silencieuse. Oui, les floués, les gens qui sont ignorés par les élites et médiatiques et les élites, évidemment, de l'establishment. Mais c'est contradictoire dans son cas parce qu'il y a personne qui lui rappelle qu'il fait partie de cet establishment-là aussi. Donald Trump, c'est un milliardaire autoproclamé. Là. Les populistes ne sont pas à une contradiction Non, près. ça, c'est sûr. Et ce qui est donc le sens que lui a donné Nixon de la majorité Oui. silencieuse, c'est une majorité qui s'oppose aux minorités agissantes. Parce que, règle générale, les gens de la majorité silencieuse ne sont pas des activistes, ne sont pas des militants, ni des manifestants. Ils ne descendent pas dans la rue. Ils sont généralement absents des médias, ce qui fait que leurs idées ne seraient pas représentées, seraient absentes. Alors, la majorité silencieuse représente donc cette partie de la population censée être majoritaire, mais absente du débat public. On pourrait dire qu'en contrepartie, Bernie Sanders, qui est le candidat de la gauche américaine du Parti démocrate, utilise en substance la même rhétorique parce que lui aussi s'adresse d'une certaine façon à la majorité silencieuse, sans le dire. Là. Effectivement, mais ça serait Oui. peut-être un peu dangereux de mettre Bernie Sanders et Donald Trump dans le même débat, même s'il y a parfois une rhétorique Oui. semblable. Oui. Il y a parfois une rhétorique semblable. Alors, je ne crois pas que... je ne sais pas si Bernie Sanders a fait appel à la majorité silencieuse, mais une chose est sûre, c'est que c'est un concept qui est utilisé par les politiciens populistes parce qu'il permet de s'adresser directement à la foule. Parce que lorsqu'on s'adresse à la foule en la désignant comme majorité silencieuse, on lui dit qu'elle n'appartient pas à l'élite et que pour cette raison, elle doit penser autrement que l'élite.
En gros, on lui dit, donc, si l'élite pense ci, vous devez penser ça. Alors, se référer à la majorité silencieuse, c'est non seulement démagogique, mais c'est aussi une façon de manipuler les foules. Bien sûr. De flatter les de foules. flatter. Oui. Alors, au Québec, Mario Dumont, à l'époque où il était chef de la DQ, aurait utilisé aussi souvent dans sa rhétorique la fameuse majorité silencieuse, Philippe Bernier-Arcan. Alors, il appelait le Québec, la majorité silencieuse québécoise va parler, etc. en 2003. Le Parti québécois aussi, durant la Charte des valeurs en 2014, a dit qu'il avait l'appui de la majorité silencieuse. Oui. Mais celui qui a sans doute au Québec le mieux utilisé la majorité silencieuse, c'est Jean Charest en 2012. Parce que, au moment de la campagne électorale de 2012, on était à l'époque du printemps érable. Des grèves étudiantes, des carrés rouges, etc. Et le premier ministre, Jean Charest, a saisi l'occasion pour en appeler à la majorité silencieuse en opposition aux manifestants dans les rues de Montréal. L'expression était d'autant mieux choisie que la rue faisait du bruit. Parce qu'on se rappelle, en 2012, les manifestants descendaient dans la rue et ils tapaient non pas sur des pianos, sur des tonneaux comme chantait France Gall, mais sur des casseroles. Alors, évidemment, frapper sur des casseroles, ça fait beaucoup de bruit. On opposait à ces manifestants bruyants la majorité silencieuse. Et ça devenait presque un référendum, en quelque sorte, sur... Un plébiscite, oui, oui. sur son gouvernement à lui, certainement. Oui, mais sur aussi ce qui se passe dans la rue. Oui. Oui. Et ce qui fait qu'on est en plein dans la logique de la majorité silencieuse telle que définie par Nixon. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Philippe Cipriani, vous nous faisiez remarquer hors d'onde que récemment, Maxime Bernier, qui est évidemment candidat à la chefferie du Parti conservateur, a utilisé l'expression minorité silencieuse. Minorité silencieuse lors d'un colloque à Québec il y a une semaine ou deux à peu près, là, ce qui est assez particulier. C'est un lapsus? Non, c'était pas un lapsus, c'était pour dire que ça va faire boule de neige, cette minorité silencieuse-là, lorsqu'elle va se faire entendre. Bravo, Maxime. C'est un peu particulier. Oui. Alors, on est peut-être dans une logique différente de celle de Nixon, parce que vraiment, c'est la logique Les voix de Nixon... du Maxime sont impénétrables. Mais dans la logique de Nixon, la majorité silencieuse est en opposition à ceux qui contestent, qui revendiquent et qui protestent, comme disait Jacques Dutronc. Alors, ça a commencé par une opposition à la guerre au Vietnam, et ça s'est par la suite incarné par différentes revendications progressistes. On pense aux droits des minorités, au féminisme, au mouvement LGBT, à l'environnement, etc. Oui. Mais aujourd'hui, quand on regarde les grandes manifestations de l'histoire du Québec, on remarque qu'elles se rangent résolument dans le camp progressiste. McGill français en 1969, la marche sur la loi 101 en 1989, les manifestations contre l'intervention américaine en Irak en 2003, grève étudiante de 2005 et bien évidemment le printemps érable en 2012. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le camp progressiste n'a plus le monopole de la rue. Le camp conservateur peut aussi descendre dans la rue pour manifester. On l'a vu certainement en France au cours des dernières années, les manifestations contre le mariage pour tous, par exemple. Voilà. Oui. Alors, tout ce qu'on a appelé le printemps français, qui était un groupe qui s'opposait au mariage aux couples de même sexe et surtout à l'homoparentalité. Mais au Québec aussi, on l'a vu. En 2004, dans les rues de Québec, quand plusieurs manifestants ont crié le mot « liberté » pour souligner leur soutien à la station de radio Choix FM, on peut aussi penser... toujours à Québec, en 2010, à la marche des cols rouges. Toujours à Québec, j'aime ça que vous le spécifiez. On vient de là, hein? Voilà. Mais vous avez le droit. Ah, mais on pourra en trouver ailleurs aussi, mais quand on regarde les principales, la marche des cols rouges, qui est une expression qui, je crois que c'est volontaire, rappelle l'expression américaine redneck, qui se présentait comme la majorité silencieuse. Alors, on remarque que la majorité silencieuse défend toujours des idées conservatrices, mais elle n'est plus nécessairement silencieuse. La majorité silencieuse peut aussi faire du bruit. Et on le dit, on l'a vu en France, mais on le voit aussi aux États-Unis. Le journaliste David Brooks du New York Times remarque que le mouvement de contestation est passé de gauche à droite. On n'a qu'à regarder le très conservateur mouvement Tea Party, qui est assez bruyant pour un mouvement supposé incarner la majorité silencieuse. Oui. Alors, qui pourrait marquer les années 2010 comme le mouvement hippies dans les années 60 ou le mouvement féministe dans les années 70. Alors que peut-être que Maxime Bernier a raison, finalement. On se retrouve devant une minorité silencieuse. Alors, effectivement, quand on regarde majorité silencieuse, juste l'utilisation de Donald Trump lorsqu'il dit majorité silencieuse, rien n'indique que c'est une majorité. Et lorsqu'il dit qu'elle est silencieuse et qu'on voit ses rassemblements, avec la chanson Eye of the Tiger de Rocky à plein volume, et la foule qui crie son approbation, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans une majorité silencieuse, ou majorité silencieuse, de majorité et de silencieuse
que le nom et qui, à défaut d'être un véritable groupe social, c'est surtout le fantasme de populistes. Alors, Philippe Bernier-Arcan, on va évidemment placer les références des ouvrages qui ont nourri votre réflexion aujourd'hui sur notre site web. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dites-nous tout! Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Jonathan Livernois, historien, professeur au département des littératures de l'Université Laval. Vous vous intéressez surtout, Jonathan, à l'histoire des intellectuels, à l'histoire des idées au Québec. Qu'est-ce qu'on peut dire des intellectuels qui ont peuplé le Québec depuis, disons, les 50 ou les 60 dernières années? Est-ce qu'ils sont nécessairement de gauche? Oh non. De plus en plus, on les voit à droite, ou du moins dans une certaine veine conservatrice. Oui. On les voit beaucoup dans les médias aussi. Il y a toute la question de l'expert qui prend de plus en plus de place. Oui, donc la gauche est présente, mais ça change beaucoup. Oui. Peut-être surtout depuis une dizaine d'années. Oui. Alors vous êtes né le 8 mars 1982 à Saint-Constant. Ben oui. C'est où Saint-Constant, Jonathan Et vous Livernois? savez, il y a un pont qu'on utilise peu qui s'appelle le pont Mercier à Montréal, qui est à l'extrême ouest. Oui. Vous traversez, vous trouvez la réserve amérindienne de Kanawake, et juste à côté, après les cigarettes que vous pouvez acheter là, illégalement, vous pouvez tourner à droite, et puis là, vous allez tomber sur Saint-Constant, qui est un ancien village, un ancien gros village, oui, je sais. C'est la rive sud de Montréal, en fait. Oui. Vous en parlez beaucoup dans cet essai, alors c'est intéressant de vous le faire situer sur une carte géographique. Un essai intitulé La route du pays brûlé, archéologie et reconstruction du patriotisme québécois, où vous explorez, on le disait en ouverture de deuxième heure, ce que c'est le patriotisme, ce que ça a été au Québec. On le disait d'ailleurs, c'est souvent une histoire assez tragique. Oui. On pense aux Patriotes, d'ailleurs, de 1837-1838, un film de Falardeau, il est consacré. Ce sont des gens qui ont essayé de se battre contre les Anglais qui étaient au pouvoir à cette époque-là et qui ont péri, ou à peu près tous, dans une certaine forme de tragédie. Là. Oui, je me suis attaché à la figure de Joseph-Narcisse Cardinal, qui est un peu moins connu, évidemment, que de Lorimier, là, qui est la grande figure romantique. On connaît ses lettres, à la vie et l'indépendance, tout ça. Cardinal a été aussi pendu quelques mois avant. Je me suis attaché à sa figure parce qu'elle est un peu plus ambiguë, c'est-à-dire qu'on sent tout l'attachement, tout l'engagement envers ce qu'il appelle à l'époque la patrie. Bon, évidemment, il faut voir un peu que la patrie n'a pas le même sens qu'aujourd'hui, là. Mais tout ça pour dire que, en même temps, il hésite, il essaie de sortir de sa mauvaise posture, il vend personne, mais il veut bien sortir. Il vous a déçu un peu quand vous avez lu sur lui, parce qu'il s'est en tout cas, oui, c'est ça. des autres. Oui. Ben, en même temps, faut comprendre que ça m'a permis de réfléchir à ce qu'est le patriotisme, parce que le poids des patriotes est très fort. On peut se dire comment aujourd'hui se battre à leur manière. Je reviens à la figure de Lorimier, c'est très fort, mais en même temps... Très engagé. Oui. Mais cet homme se retrouve dans une drôle de position, c'est-à-dire qu'il veut sortir, il vendra pas ses amis, mais il veut pas mourir de la même manière que je présente mon ancêtre qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne sait pas parce qu'il a participé à l'expédition de Cardinal, qui a été volé des armes à des Amérindiens. Ça a été un fiasco, comme toute la rébellion de 1838. Ce qu'on constate, c'est que le pauvre homme, il dit, je sais pas trop ce que je faisais là, je sais pas trop, il faisait noir, je connais personne, mais où est donc Carniard? Comment ça a l'air lâche un peu quand même. Oui, mais en même temps... On peut le comprendre. Ben oui. Il y a un engagement, certainement, mais il y a aussi un homme qui est tout à fait réaliste. Donc, vous savez, dans l'essai, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut comprendre aussi ce que le Québec a été réellement. Les mythes sont importants, très certainement, mais il faut être capable d'en sortir aussi pour ne pas être écrasé par le passé. Oui. Non plus. À qui ça s'adresse, votre ouvrage? Parce que c'est une exploration assez personnelle de ce qu'a été le patriotisme pour le Québec. Pour vous aussi, est-ce que vous vous adressez aux gens à qui vous enseignez, par exemple? Est-ce qu'ils ont une idée de ce que ça a pu être, effectivement, la quête du patriotisme dans le Québec du 19e siècle? Non, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Oui, ça s'adresse à certains de mes étudiants, bien sûr. En enseignant, vous voyez, cette session, j'enseignais un cours sur l'essai québécois contemporain. Je le fais de manière tout à fait neutre, autant que faire se peut, objectif. Mais je ménage toujours un peu d'espace pour discuter des sujets comme la souveraineté, tout ça. Et j'ai vu un engagement certain chez ces jeunes. La difficulté d'être à comprendre ce qu'est l'indépendantisme, jusqu'où ça va, pourquoi exactement, mais ils sont fiers d'être Québécois, de leur culture. Et je me dis qu'au fond, ce projet est là, très présent, mais ils n'en voient pas l'intérêt. Et c'est ce que j'essaie de comprendre, comment ce projet peut être intéressant pour eux. Quelle est la différence pour vous entre patriotisme et nationalisme? Ben d'abord, le patriotisme a une connotation plutôt négative, bien sûr. Je donne un exemple. En 2003, Bernard Landry, vous savez peut-être le film À hauteur d'homme. Oui, très beau film de Jean-Claude Labrec. Bien sûr. On le suit pendant sa campagne électorale. Il est là juste un peu avant le débat des chefs. Il veut parler de la patrie québécoise. Et là, les conseillers lui disent... Patriote. Oui, oui, il faut rouler un peu le R. Oui, toujours. Toujours important. Mais donc Landry, on lui dit non, ça fonctionne pas, c'est ringard, on peut pas utiliser le mot patrie.
Et donc, nationalisme, on peut l'associer à un certain néo-nationalisme, on peut l'associer à la gauche, mais patriotisme, ça a quelque chose d'un peu négatif. Désuet? Est-ce que c'est désuet? C'est un peu anachronique. L'expression peut être anachronique. Oui. Dès le 19e siècle, si vous allez dans le littré, le dictionnaire, vous allez voir, on indique oui qu'il y a une définition positive, mais assez rapidement arrive la définition négative, à savoir patriotisme de clocher, quelque chose de petit, quelque chose d'étroit. Alors, je me suis dit, comment réinvestir ce mot d'un certain contenu positif, d'un contenu progressiste? Et puis, c'est ce que j'ai tenté de faire. Oui, on a l'impression, puis c'est un cliché, là, mais on le voit bien dans des intérêts. Gérard Bouchard, par exemple, racontait que son fils, à lui, travaille dans une banque à Singapour. Et il racontait que cette génération-là, qui est celle de son fils, qui a la vingtaine, qui est peut-être celle de Louis Clavis aussi, a une définition tout autre de ce que c'est faire un destin, s'inscrire dans le monde. On dit que ce sont des citoyens du monde, donc on peut imaginer que le patriotisme, là, c'est quelque chose qui est pas très important pour eux, Jonathan Livernois. C'est l'idée de concilier les deux, c'est-à-dire que il y a quelque chose effectivement pas du cliché, mais moi-même à un certain moment je me disais c'est un cliché de fédéraliste de parler de cette absence de frontières et la grande terre. Oui, citoyen du monde. Citoyen du monde, ce qui est pas totalement faux bien sûr, mais en même temps le lieu québécois a tout ce qu'il faut justement pour stimuler un patriotisme que j'appelle disons énergique, plus prospectif, ouvert sur le monde. Évidemment, je fais ce travail comme essayiste, c'est-à-dire que c'est pas un livre blanc sur la culture, c'est pas un plan comment atteindre l'indépendance en 3 semaines, mois, voire décennies. Alors, j'essaie de pointer certains aspects qui me semblent moins problématiques dans tout ça. Alors, c'est un peu comment je le fais. Oui. Vous dites que ce serait facile d'en vouloir à la génération des baby boomers, d'avoir d'une certaine façon édulcoré ou vidé de son sens les idées de gauche ou les idées socialistes qui animaient le mouvement nationaliste à l'époque des années 60 et 70. Vous semblez en vouloir au PQ. Depuis quelques années, le projet de charte, par exemple, qui semble-t-il vous a découragé. Il y a une course à l'investiture du parti qui est en train de se passer, là, qui met en vedette quelques candidats. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer? D'abord, la charte, au départ, j'étais pas contre. C'est peut-être aussi la déception qui est venue sur le tard. Je me suis rendu compte que ça a été peut-être un peu en retard moi-même, là, mais je me suis rendu compte que c'était une espèce de succès d'année à l'indépendantisme, une espèce de truc publicitaire, électoraliste. Et ça m'a singulièrement déçu. Je trouve que le Parti québécois... Évidemment, dans les années 60, oui, il y a un certain contenu social-démocrate. C'est vrai que le Parti québécois, on pourra bien nous dire que c'était une coalition arc-en-ciel, il y avait des vieux bleus. Oui, on en a parlé avec Philippe Bernier à Caen. La naissance du Parti québécois s'est pas passée de façon harmonieuse. C'est vrai. C'était assez acrimonieux quand même. C'est ça. Ça a tenu pendant un certain temps. Une figure comme celle de René Lévesque a permis justement de tenir un peu tout en même temps. C'était pas lui-même social-démocrate. Là, je le verrais davantage comme un démocrate à l'américaine un peu. Quoique ça peut être contestant. Mais tout ça pour vous dire que ce Parti québécois déçoit beaucoup, il me semble. La course actuelle est intéressante, mais assez rapidement, on se retrouve dans la question référendaire, la mécanique référendaire. Et la différence majeure des candidats à l'heure actuelle, c'est leur capacité à se prononcer pour un référendum au cours d'un premier mandat ou non. Ce qu'a réfuté Jean-François Lisée, par exemple. Pour cette raison, je trouve que Lisa a quand même raison là-dessus. En même temps, ça Il a raison, à votre avis? De repousser c'est-à-dire que qui veut entendre parler de référendum actuellement de cette manière, dans la mécanique référendaire, ou bien on y va au bout, puis on dit oui, c'est tout de suite. Mais tout le monde se cache un peu en disant 2, 3, 4 ans. Son truc fait un peu 1976, de le bon gouvernement. On verra après pour le référendum, mais au moins, il est conscient que l'air du temps est peut-être pas tout à fait juste. Je sais pas, en tout cas, mais j'aime bien Véronique Yvon, cela dit. Je trouve que la course est intéressante, mais je trouve que rapidement, on est tombé dans la question référendaire en même temps. Oui, il revient toujours. En fait, le nationalisme s'exprime certainement par l'idée d'un référendum encore aujourd'hui. Mais on a l'impression que ce sont de vieilles idées politiques, Jonathan Livernois. C'est ça, mais le référendum, en même temps, on a créé une espèce de peur autour de ça. Mais au fond, c'est de poser une question. C'est pas des référendums en Suisse, il y en a 3 semaines à peu près, j'exagère. Mais il y a ça pas aussi. Sur une indépendance, par exemple. Non, cela dit. Mais non, mais... C'est quand même une question plus, disons, fondamentale. Oui, certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que en même temps, on a l'espace pour poser des questions et c'est pas négatif d'avoir cet espace-là. C'est devenu comme une espèce de truc qu'on brandit en disant, non, faut pas faire de référendum, c'est dangereux. Voilà. Pourquoi il faudrait être fier, à votre avis, de notre nation? Au-delà des idées politiques d'un référendum ou d'une séparation, pourquoi il faudrait être fier? D'abord, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? D'abord, dans l'essai, j'ai essayé de montrer qu'il y avait un ancrage dans le passé possible, d'être fier d'un certain passé pour ce qu'il est réellement au-delà de certains mythes, être fier d'un certain présent, mais en même temps...
c'est moins clair. Surtout que le chapitre fait une page et c'est très Oui. volontaire. Non, mais le présent, vous passez très rapidement c'est très volontaire. Hein? Oui. De la manière dont je l'ai fait, Oui. d'ailleurs, j'en profite là, pour parler un peu du projet Oui. d'Atelier 10. Ce sont de courts-essais. Tout à fait. C'est dans une série de courts-essais. Il y a Francine Pelletier qui a publié, il y a Steve Gagnon. Bon. Ouais. Oui. Ça se veut donc à chaud, ça Oui. ça veut donner à penser. Évidemment, je le disais tantôt, c'est pas une thèse sur l'indépendance, c'est pas une thèse sur le patriotisme. Oui. On pose des questions de cet Oui. ordre. Alors voilà, c'est un peu la fierté qui arrive dans tout ça, comment la saisir. Je parlais d'une fierté prospective à un moment donné, d'une espèce de nationalisme qui n'arrive pas qui n'en finit pas d'arriver à ce qui commence. Hein. Je réfère un peu à Miron là-dedans. Parce Oui. que la couleur aussi littéraire, là, parce que, mine de rien, j'enseigne la littérature. D'ailleurs, c'est tout le temps un peu drôle parce que je me retrouve entre deux chaises, c'est-à-dire que je suis un peu historien, je suis professeur de littérature. Oui. Bon, je pense que c'est un avantage. Certains seront peut-être en désaccord. Mais Ça tout vous donne de la culture, en tout cas, c'est bien. Ben oui, pourquoi ben pas. Donc, donc, pour dire que cette fierté, je pense que je la vois beaucoup plus comme une espèce de point de fuite. Je suis fier aussi, ça fait un peu cliché de le dire, mais je suis fier de la jeunesse actuelle, même si j'ai l'impression d'avoir 75 ans. Là. Ben oui, vous êtes en 82 après tout, quand même. Oui, je suis tout jeune. Mais blague à part, Oui. je suis assez fier de ce que je vois chez mes étudiants. Je suis assez fier, et là, je ne veux pas du tout paternaliste, mais quand je vois une Aurélie Langto prendre position, je vois Gabriel Nadeau-Dubois, je vois ces gens-là avec une maturité, une intelligence, tout ça très intéressant et très stimulant, et je suis assez fier de ces choses-là. La route du pays brûlé, votre court essai sur le patriotisme est publié chez Atelier 10. Jonathan Livernois, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Marie-Louise. Sur Ici Radio-Canada Première, plus on est de fous, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault.